Culture Soccer. Bonjour à ce nouvel épisode de Culture Soccer spécial Gold Cup. Donc, comme on vous l'avait dit déjà sur les médias sociaux, on fera un podcast à chaque jour durant la Gold Cup pour parler des résultats de cette compétition qui nous tient à cœur. Comme vous le savez, on va couvrir bien évidemment on va mettre beaucoup d'emphase sur l'équipe nationale canadienne et l'équipe nationale américaine, bien évidemment, vu que ce sont des équipes qu'on suit assez de proche, en fait. Et puis cette fois-ci, on est aujourd'hui le 16 juin, donc hier c'était le premier jour de la Gold Cup, puis on a eu deux équipes nationales qui ont fait leur début, deux équipes nationales qui sont importantes pour nous. Déjà en premier, le Canada qui jouait contre la Martinique, et puis le Mexique qui a joué contre Cuba. Et on s'est dit, pourquoi pas, vu qu'on doit parler du Canada, on a dit on va contacter des experts de la sélection nationale canadienne. En premier, notre cher Mathieu Lemay, rédacteur à Culture Soccer. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Salut Eddie, bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être de retour sur Culture Soccer après le podcast du début, tu te souviens? Oui, effectivement, ça fait un bon bout qu'on ne t'a pas reçu, mais écoute, c'est sûr, ce n'est que partie remise. On va se voir de plus en plus souvent, je pense, surtout durant la Gold Cup, où on va avoir besoin de ton expertise le plus souvent possible. Et d'un autre côté, on reçoit aujourd'hui pour la première fois sur Culture Soccer Nilton George du CCPP du CanFC, qui a l'habitude de parler de l'Impact de Montréal, mais cette fois-ci, il va se lancer pour l'équipe nationale canadienne. Salut Nilton, ça va bien aujourd'hui? Salut les gars, comment ça va? Ça va. On est très, très content de te recevoir. Surf encore sur la Ligue des Nations, Nilton? Ouais, on est champion des nations après avoir été champion d'Europe. C'est pas rien, là. Ouais, donc, pour ceux qui ne le savent pas, Nilton est effectivement portugais, habitant à Montréal, donc très, très fier de Cristiano Ronaldo et sa bande. Donc, voilà, on a juste hâte que le Portugal perde pour pouvoir le mettre dans sa face. Ben là, en attendant, c'est une émission Piri-Piri Charrois manger. Ouais. Donc, bref, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, comme vous l'avez vu, les gars, la Gold Cup, hier, ça a bien commencé. On va commencer en premier par le deuxième match, qui est le Mexique contre Cuba. Même si on va pas rentrer en détail sur ce match-là, mais on va quand même donner un peu ce qui s'est passé. Donc, le Mexique, on le sait, pour ceux qui n'ont pas écouté notre podcast de présentation la semaine passée, c'est une équipe B qui est là. Il y a beaucoup de stars qui sont pas là, dont Carlos Vela, Chicharito, tous ces joueurs-là sont pas là, Lozano. Mais l'équipe B a complètement atomisé l'équipe nationale cubaine. Bon, c'est pas une force non plus, mais sur le score de 7-0. Nilton, t'as pensé quoi de ce match-là? Bon, ben pour être honnête, j'ai pas encore eu le temps de voir ce match-là, mais le 7-0, c'est gros, hein. Les Cubains, les pauvres, ils ont dû se taper les Mexicains. À chaque fois à la Gold Cup, là, on essaye de diminuer un peu la valeur des Mexicains en disant que c'est l'équipe B, voire l'équipe C, mais on s'entend que la profondeur de cette sélection, elle est immense. Là, ils peuvent vraiment remplacer. C'est essentiellement, si je ne me trompe pas, des joueurs locaux, hein, c'est ça? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de joueurs locaux. C'est la grosse partie de la sélection, c'est effectivement des joueurs locaux. Mais il y a aussi Uriel Antuna du Galaxy de Los Angeles qui a marqué un hat-trick. Exactement. Ouais, qui a marqué un hat-trick quand même. 3 buts pour Antuna. C'est quand même... aussi. Exactement, c'est quand même extraordinaire. Ben, c'est ça, Mathieu, je te laisse te lancer. Tu as pensé quoi de ce match-là? Disons que les cigares cubains étaient du côté du Mexique pour ce match. Parce que c'est eux qui les ont fumés. Ça a été un match à sens unique complètement du début à la fin. On a reconnu d'ailleurs pas mal le style offensif de Tata Martino dans la façon que le Mexique faisait pression sur cette pauvre défensive cubaine. Très souvent, il y avait 4 ou 5 joueurs dans la surface de réparation. La formation, c'était un 4-3-3 très offensif. Tout le jeu était contrôlé par les Mexicains du début à la fin. Il y avait pas photo. Je veux dire, Cuba n'a eu aucun tir cadré, seulement 3 tirs tentés à la fin du match.
Le Mexique avait plus de 70% de possession après les 90 minutes. Moi, je retiens surtout qu'à 4-0 en première mi-temps, l'un des commentateurs mexicains avait dit ils vont en faire 3 de plus en deuxième mi-temps. Il avait eu raison. Il avait bien prédit son affaire. En quelque part, ça fait un peu peur. Mais pourtant, malgré la faiblesse du côté cubain, moi, je suis persuadé qu'il y a peut-être des petites carences en défense que les bonnes équipes bien préparées pourraient exploiter dans les matchs futurs. Mais en attendant, là, ce match-là, là, c'était un no-brainer. Là. Ouais, effectivement. Ben, je suis un peu d'accord avec vous que effectivement, on a vu l'équipe mexicaine, mais Nilton a parlé de la profondeur de cette équipe. Il a dit il y a beaucoup de joueurs qui sont effectivement du championnat mexicain. On a aussi, bien évidemment, Raúl Jiménez qui sort d'une saison extraordinaire en Premier League avec les Wolves. Qui ont été décisives, je pense, dans ce match-là. C'était pour un attaquant, là. Ouais, mais il est un peu habitué avec les Wolves. Hein? Le Wolverhampton, il se joue avec un. J'allais dire, c'est un exemple de total football. Là. Ça bouge beaucoup. Il avait été prêté par Benfica au club British, mais l'option d'achat a été activée assez rapidement. Oui, il y a quand même, je regarde l'effectif, il y a quand même quelques joueurs là, hors Mexique, tout le contraire des pauvres Cubains. Là. Donc, ça risque d'être intéressant. Ils sont les grands favoris de ce tournoi, c'est pas pour rien. Il faut dire que les derniers matchs préparatoires américains ont un petit peu cassé le rythme. Ouais, les élans d'enthousiasme. Mais dans le fond, ce qui est bien, c'est que le Canada se retrouve dans le groupe du Mexique. Donc, c'est pas grave. La défaite qu'on va avoir contre les Mexicains n'a pas d'importance parce qu'on va pouvoir progresser dans le tournoi. Il faut éviter, dans le fond, les favoris dans les phases éliminatoires. Puis, moi, la défensive du Mexique, elle m'inquiète beaucoup moins que la défensive du Canada, mais on en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard, effectivement, de cette défensive. Moi, je trouve que il y a une chose, en fait, que je retire de ce match-là. En premier, oui, le Mexique, c'est quand même une force, on le sait. On a parlé des joueurs qui sont quand même une force, des joueurs qui jouent un peu partout en Europe. On a le capitaine Guardado. En tout cas, il y a de bons joueurs dans cette équipe-là, malgré les absents. Par contre, je retiens aussi une chose, c'est que l'équipe cubaine est très, très faible aussi. Vraiment très, très, très faible. On le savait dès le début, on avait parlé dans notre podcast de présentation. C'était supposé, on s'attend à ce que Cuba finisse 4e. On sait que la Martinique est au-dessus. Il ne faut pas oublier que la Martinique a fait de bons résultats dans les dernières Gold Cup, mais on va en parler plus tard. Donc, moi, j'ai juste envie de voir l'équipe mexicaine face à une opposition un peu plus élevée. On va le voir contre le Canada mercredi, ça arrive bientôt. Même que j'aimerais bien voir aussi le Mexique contre la Martinique parce que je pense pas que ça va être aussi simple que contre Cuba. Je pense que c'était le match simple à jouer pour le Mexique. J'ai envie de le voir contre une opposition un peu plus élevée et Mathieu en avait parlé. Donc, c'est ça. Donc, voilà pour le Mexique. Je pense, pour Jiménez, juste pour revenir dessus, Mathieu a mentionné 3 passes décisives, mais aussi 2 buts. Donc, tout un match. Puis, il y a le fameux gardien Guillermo Ochoa que j'adore, qui joue au Standard Liège, qui a joué longtemps en Ligue 1, une ligue que je suis très souvent. Donc, bref, donc voilà. Donc, le Mexique, maintenant, avec son 7-0, est premier de ce groupe-là. Une première place quand même méritée. Et puis, juste avant, il y avait un match qui nous intéresse très fortement. C'est ce match-là entre l'équipe nationale canadienne et la Martinique, 4-0. J'aimerais juste préciser, pour ceux qui pensaient que ça allait être très, très simple, la dernière fois et la seule fois où le Canada avait affronté la Martinique en compétition officielle, entre guillemets, c'était en 2013, lors de la Gold Cup, et la Martinique s'était imposée 1-0 face au Canada. Donc, juste pour mettre au courant, oui, c'est vrai que c'est un autre Canada maintenant. N'empêche, il ne fallait pas prendre à la légère cette Martinique. Donc, tu as pensé quoi de ce match-là, Mathieu? Ben, comme tu l'as dit, il ne fallait pas les prendre à la légère. Historiquement, le Canada contre la Martinique, c'est 1 victoire, 2 nuls, 1 défaite. Donc, c'est une fiche égale pour tout le monde. Mais en même temps, tu l'as dit, c'était un autre Canada là, qu'on a vu à cette Gold Cup. Tu as parlé beaucoup de la génération dorée, pour reprendre ton expression. Je pense que dans ce match-là, surtout au niveau offensif, ça a apparu un peu plus. On a senti que la défensive là, de la Martinique avait beaucoup de mal à tenir. Et dès la première erreur, ça leur a coûté cher sur le premier but. La passe de Chauvet à RL qui était trop approximative et c'est Jonathan David qui en a profité allègrement. Et il a connu un fort match. Hein, sur le deuxième but, Samuel Piette qui le repère de loin
et il arrive à ne pas être hors jeu. À partir de là, je pense qu'au niveau offensif, là, au niveau de la construction du jeu offensif, le Canada a montré qu'ils étaient sur ce plan-là très bien préparés et que ça semblait pas mal efficace contre la Martinique et leurs problèmes en défense. Mais ils n'ont pas entièrement dominé, ça c'est certain. N'eût été de 2 gros arrêts de Borian en fin de première mi-temps, probablement que ça serait une toute autre histoire. C'est là qu'on voit que la Martinique a quelques joueurs offensifs qui ont pu inquiéter cette défense canadienne. Défense canadienne là, que John Herdman a choisi assez culotté. C'était clair que son plan, c'était de prendre l'ascendant sur le jeu, puisque tu avais Hutchison en défense centrale et Marc-Anthony Kay comme latéral gauche. Alors moi, j'étais surpris. J'étais surpris au départ, mais je me suis dit, comme il y avait Jamie Davis comme latéral et il a expérimenté c'était pas la première fois qu'il expérimentait au plan de l'effectif, je me suis dit, c'était clair que son plan, c'était de prendre l'ascendant sur l'adversaire, mais en même temps, c'est que avec des joueurs qui ne sont pas nécessairement leur position naturelle, tu peux courir un risque sur le contre. Et les Martiniquais, notamment l'attaquant Parsemin, qui a vu peut-être 2-3 chances de marquer, privé par Borian dans les buts. Si c'est 1-1 à la fin de la première mi-temps, probablement que le résultat est différent, mais finalement, le Canada a tiré parti de ses chances contre la Martinique et a démontré pourquoi, lorsqu'on parle de génération dorée, en tout cas sur le plan offensif, on ne parle pas à travers notre chapeau pour ça. Mais défensivement, il va falloir resserrer les boulons défensivement parce que contre le Mexique, ce genre de chance concédée, ça ne pardonnera pas. Mais je m'attends à ce qu'Herdman mette peut-être plus de défenseurs, là, des vrais défenseurs là, dans la charnière, en tout cas dans la charnière défensive. On verra bien, effectivement. Donc, juste pour rappeler à nos auditeurs, c'est une victoire du Canada 4-0 sur la Martinique. T'as pensé, toi, t'as quelque chose à ajouter, Nilton, j'en suis sûr. Oui, tout à fait. Vas-y. On t'a fait venir pour ça. Contrairement à toi, Mathieu, moi, je n'ai pas été étonné par la composition de la défensive. Moi, ma première surprise, c'est quand l'effectif a été fait et nommé les joueurs. Là, on a vu clairement que Herdman avait déjà un plan en tête là, avec seulement l'appel de Cornelius et Donnell Henry comme défenseur central. C'est les deux seuls de métier. Donc, il y avait déjà clairement en tête le plan de mettre Hutchison comme défenseur central. Ça reste à voir. Nathan, je veux juste corriger parce qu'il y a quand même Kamal Miller aussi qui est sur le banc, qui est défenseur central de métier. Donc, juste pour c'est vrai, ça. c'est vrai. Mais clairement, là, c'était son plan A de mettre son vétéran comme ça en défense centrale. Pas nécessairement juste contre des équipes où c'est un peu moins dangereux. Je pense qu'il va revenir avec. Même Kay avait joué quelques matchs. Je pense que c'est le dernier match de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Il avait déjà joué à gauche. C'est un des gauchers de l'équipe dans la phase défensive. Donc, ce quatuor défensif-là, moi ce qui m'a surpris le plus, c'est l'absence de Brault-Guillard à droite. De ce que j'ai vu de Gaudinot, c'est pas clairement mieux que Zachary à droite. Il y a eu quelques moments où il était mal positionné, il était derrière les attaquants. Oui, Borjan a sauvé 2-3 buts faciles en première demi. La voie de salut de cette équipe, c'est rare qu'on dise ça pour la sélection canadienne, c'est habituellement l'inverse, là. Mais le salut de cette équipe-là va passer par l'attaque, c'est d'être capable d'en remettre un autre de plus. Historiquement, nos Canadiens, nos bons Canucks, c'était bon défensivement, mais ça faisait dur à l'attaque. Moi, mais là, un gros changement de philosophie, tu as raison. Oh, oui, mais et tant mieux, c'est peut-être ça qui va attirer un peu plus les gens, mais moi, je vais faire une méga grosse parenthèse. Moi, ce qui me déçoit, là, c'est qu'on n'a pas été capable. On a été capable de convaincre plusieurs jeunes d'origine canadienne d'adopter la sélection de l'Amérique du Nord, mais ce qu'on n'a pas été capable, c'est de trouver l'équivalent en défensive. Tu sais, on a un jeune à Chelsea qui s'appelle Tomori, qui avait joué un peu avec le U20 il y a 2-3 saisons. Il a été prêté à Derby, il a été titulaire avec Derby en Championship. On s'entend qu'être défenseur central en Championship, tu acquiers pas mal d'expérience. Il y a 21 ans, si on pouvait éventuellement le convaincre que non, tu ne feras pas la sélection anglaise. Oublie ça, tu vas avoir beaucoup plus de temps de jeu avec la sélection canadienne. Ça serait un méga plus pour cette sélection.
Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Effectivement, il nous manque cette défense, il nous manque les défenseurs. Moi, je pense que notre plus gros problème est au poste de latéral gauche. C'est le problème numéro un qu'on a. On en a parlé très longuement avec Mathieu, un peu partout. On en a parlé que c'est le poste où le Mais Canada ça, est le plus souvent, ça faible. arrive. Il y a plusieurs pays où le fameux poste de latéral gauche est un problème, puis on réussit tout le temps d'une sélection à l'autre à bricoler ce poste-là. Mais quand tu n'as pas deux gros ténors défensifs, là, ça tue le match. Là. Il faut que tu sois au départ solide défensivement. Et là, quand tu es obligé de prendre Atiba Hutchinson en fin de carrière et les mettre en défense centrale, ouf, c'est Ouais, épeurant. non, je suis d'accord avec toi, mais il faut pas oublier que Daniel Henry est blessé et je trouve que c'est un très bon défenseur central. Et puis j'aime bien voir, j'ai bien aimé ce que j'avais vu de Henry et Cornelius en défense centrale, même si hier Cornelius, il a eu quelques errements dans la défense, mais C'est je un peu pense comme plus. si on jouait avec Victor Cabrera en défense centrale. Ça fait peur. Ah non, je dirais pas ça. T'as vu, il a failli marquer un but. Il Oui, est bon oui, de la oui, tête. oui. Il est bon de la tête. Et puis, quand même, défensivement, il est un peu plus fiable que Victor Cabrera, selon moi. Et il est bien plus jeune aussi. Bien plus Ah oui. jeune. Si je ne me Ah, trompe pas, il a il y a 21 ans. 21 ans, Cornelius. Là, C'est ça. Donc, bref, moi je veux revenir aussi sur une chose que tu as dit, Nilton. Tu as parlé du latéral droit, tu as parlé de Godinho. Tu as dit comme quoi tu trouves pas que c'est plus fort que Zachary Brault-Guillard. Moi, je vais ajouter là-dessus. Je trouve que Zachary Brault-Guillard est de loin meilleur que Godinho. Physiquement, il a beaucoup plus de coffre. Il est capable de donner beaucoup plus en attaque. On l'a vu avec l'Impact de Montréal en MLS. J'ai juste pas compris j'ai pas compris le choix de Herdman en mettant Godinho à la place de Zachary Brault-Guillard. J'espère que Henry va revenir pour relever notre cher Atiba Hutchinson, qui malheureusement, c'est pas parce qu'il est lent, c'est pas parce qu'il est vieux, c'est juste qu'il est pas défenseur central, puis il est pas bon à ce poste-là. Je sais pas ce que tu as pensé de son match à Atiba Hutchinson, Mathieu. Ben, je veux dire, quand une équipe assume la possession, normalement, ça libère beaucoup la défensive, mais on voit que c'est pas toujours sa position naturelle. Puis en plus, quand tu es aux côtés d'un jeune comme Cornelius, parce qu'on oublie ça, hein, c'est facile de dire que tel défenseur individuellement, ils ont des forces et des faiblesses, mais il faut que ça marche aussi de façon collective, hein, avec la communication, le positionnement. Alors, des fois, je pense que sur ce plan-là, ça a apparu un peu que Hutchinson, c'était pas sa position naturelle. Et Cornelius, qui n'a pas beaucoup d'expérience, probablement qu'il paraîtrait mieux avec un vrai vétéran défenseur là, qui a un peu plus d'expérience à ses côtés, par exemple. Mais globalement, le Canada, son plan, c'était de garder le ballon puis de l'enlever au Martiniquais le plus rapidement possible. En ce sens-là, le rôle de Piet et d'Arfield au milieu de terrain a été quand même généralement capital. Ils ont fait un gros travail. Ils ont beaucoup passé le ballon vers l'avant au niveau de l'animation. Ça a facilité la tâche à des gens comme Davis, qui avait souvent des boulevards sur le côté gauche. Hein. On a pu voir un peu toute la mesure de son talent dans ce match-là. Mais d'un autre côté, moi, je te rejoins pour Zachary Brault-Guillard. J'aimerais le voir en poste, même contre les Mexicains, pour voir ce qu'il peut apporter sur le flanc Surtout droit. contre les Mexicains. Surtout. Surtout qu'on sait que même pour un latéral, défensivement, il fait bien les choses, même s'il a 20 ans. Alors moi, j'aimerais ça le voir à ce poste-là. Puis pour ce qui est du latéral gauche, moi, je vous rejoins tous. C'est vrai que c'est un des postes les plus difficiles à combler, mais parfois, on bricole et on trouve une solution de fortune qui marche bien, mais j'espère que le Canada va le trouver parce que les Mexicains, s'ils voient cette faiblesse-là, ils vont l'exploiter à fond la caisse hein, sur le flanc droit à ce moment-là. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. Mais bon, Marc-Anthony Kaye n'a pas mal paru sur ce poste-là. Mais c'est juste que c'est peut-être pas sa position où il peut se mettre en valeur. Hein, tu le sais comme. Moi, je trouve pas que Kaye a fait un mauvais match. Je trouve qu'il a été quand même pas mal. Je dis qu'il s'est bien débrouillé. Est-ce que c'est lui qui va prendre le poste par défaut puis qui va assurer étant donné ses attributs défensifs? On va bien voir. Mais c'est ça. Globalement, je pense pas que Hutchinson, on va le voir en permanence comme défenseur central. Je pense qu'on risque de le voir un peu plus au milieu de terrain, un peu plus reculé au fur et à mesure que le tournoi va progresser. Mais pour ça, évidemment, ça va dépendre aussi. Est-ce que Henry va être remis de sa blessure? Est-ce qu'on va mettre Kamal Miller comme défenseur?
Parce que je vois pas Ashton Morgan jouer en défense centrale, là, personnellement. Là. Mais lui, c'est le seul latéral gauche de la sélection, Ashton Morgan. Et puis, c'était un peu une surprise pour moi de le voir appeler parce qu'il joue presque pas à Toronto. Donc, je vois pas pourquoi il est appelé parce que je pense que Herdman n'avait pas trop le choix. Mais juste pour revenir là-dessus, t'as mentionné plusieurs points, Mathieu. Et il y a un qui m'intéresse et puis que j'ai envie de relancer Nilton là-dessus. Est-ce que Nilton, voir Samuel Piette puis vers l'avant dans la même phrase, je trouve ça drôle? Oui, jamais autant que notre collègue Éric Chenois, hein? Le pauvre. Ça a fait le buzz sur Twitter un peu, hein? Exactement. Si mon téléphone buzz autant à chaque fois qu'Urruti tire au but, j'ose même pas croire que ce qui arrive au téléphone d'Éric à chaque passe en avant. Piette a quand même pas eu un bon match. Oui, je suis d'accord avec toi. Hein? Oui, tant mieux. Faire mieux. Ouais, mais moi, je dirais qu'il n'y a pas eu un bon match, point. Moi, je vais y aller assez tranchant. Je sais pas si... Je peux pas croire que c'est la nervosité parce qu'il est rendu un des jeunes vétérans du club, mais je sais pas si... Souvent, il a été surpris un peu par le pressing. Il était pris un peu de court. Techniquement, il n'était pas tout à fait là pendant ce match-là. Donc, il cafouillait avec le ballon. Il a fait la fameuse passe arrière qui a mal fonctionné. Oui, la passe en avant est belle là, parce qu'on s'entend que, encore, là, on va se répéter, l'offensive, là, l'attaque de cette équipe-là est tellement bonne. Là. Ils sont tellement intelligents. Jonathan David, il sait faire des courses, lui. Hein? Il ne court pas vers l'arrière, il court vers l'avant. Les Piette le veut. Tu as tellement de belles options à gauche, à droite. Oilert à droite, Davies à gauche. Il y a de quoi faire. Sur le banc aussi, hein? Sur le banc aussi, tu as Cavallini, tu as des joueurs quand même de très, très haut niveau sur le banc. Même en attaque, Kyle Larin, qui n'a même pas joué. C'est intéressant. Mais si la sélection canadienne veut avancer là, au-delà de la phase de groupe, il va falloir que Piette devienne un méga bloc défensif qui vienne aider Atiba en défense centrale. Et on va le voir tout de suite au prochain match contre le Mexique. Là. Ça va être un vrai challenge. Je veux voir un Samuel Piette être le chef en défensive de cette équipe-là. Puis je ne l'ai pas vraiment vu contre la Martinique. Je suis d'accord avec toi. Il y a le revers de la médaille. J'ai l'impression que dans les consignes, on voulait jouer le ballon au sol, justement quand on avait la possession. Mais quand tu joues de cette façon-là, si tu ne vois pas venir la pression, ou si le moindrement la Martinique parvenait à réussir à récupérer un ballon, il pouvait avoir des espaces. Puis des fois, ça peut compromettre tes joueurs en défense. Alors, des fois, c'est le revers de la médaille. Il y a un prix à payer par moment quand tu joues comme ça. Mais je pense que John Herdman, je suis persuadé qu'ils étaient prêts à le payer. Pour le faire parce qu'ils se sont dit on est face à un adversaire qui n'est pas forcément puissant. Mais contre le Mexique, c'est certain que si on joue comme ça, on va le payer probablement 2 fois plus cher. Alors je m'attends à ce qu'il joue un peu différemment. Effectivement, il faut juste aussi mentionner juste à la défense de Samuel Piette, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Nilton et celle de Mathieu, qu'il n'a pas fait un bon match. Par contre, il ne faut pas oublier que Samuel Piette a l'habitude de jouer seul en numéro 6, puis cette fois-ci, il jouait à 2. On le voyait qu'il était numéro 6 défensif, plus sur le côté droit, toujours au centre du terrain, mais du côté droit, au lieu d'être le seul en 6 complètement au centre du terrain. Et il avait du mal à se retrouver sur ce terrain-là parce qu'Arfield était de l'autre côté où il jouait en meneur de jeu un peu reculé aux côtés de Piette. Donc, je pense qu'il a encore des repères à trouver à ce poste-là et je pense que c'est pour ça qu'il était perdu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur cette prestation de Piette contre la Martinique. Ben, oui, c'est vrai que c'est un gros changement là, le temps de réaction. C'est bizarre à dire, mais c'est probablement plus facile à jouer tout seul devant ta défensive. Ouais, hein? Parce que tu n'as pas de moment d'hésitation. Là. C'est clairement toi. Il n'y a pas de fraction de seconde où tu essaies de voir si ton coéquipier va le faire. Mais ça, à la limite, ça ne me dérange pas parce que c'est une adaptation qui vient avec les minutes de jeu puis une certaine entente que tu viens avec Arfield. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est de le voir. Quelques mauvaises passes entre deux joueurs où ils comprenaient un peu moins bien les appels de balles, tout ça. Quand il était pressé par les joueurs martiniquais, il n'était pas vraiment en mesure de garder le ballon. Et là, je me suis imaginé contre des Mexicains et j'ai eu peur. Il faut vraiment qu'il se redonne cette confiance-là. Tu sais, trop souvent, avec l'Impact de Montréal, que ce soit de son propre chef ou des consignes, dès qu'il y a le ballon, on le sait clairement ce qu'il va faire avec le ballon. Là, est-ce qu'il y a une espèce de entre-deux où il y a un peu plus de liberté de jouer ballon au pied?
Et à cause de ça, ben, ce moment d'hésitation-là avec le ballon fait en sorte que ça donne la fraction de seconde à l'équipe adverse de venir le presser un peu plus. Il faut que ce soit clair. Tu as le ballon, il faut que ce soit clairement dans ta tête de la prochaine phase de jeu et tu dois savoir que c'est vers l'avant ou c'est vers l'arrière que tu vas jouer. Et là, je l'ai senti un peu trop hésitant. Puis on a perdu quelques ballons trop bas dans notre trajectoire. Moi, je rajouterais que si on veut faire, parce que je pense que Migard travaille à l'Impact sur cet aspect-là avec Piet, mais aussi John Herdman, si on peut faire de Piet quelqu'un justement qui relance plus souvent vers l'avant, qui soit un peu plus métronome au milieu de terrain, sans qu'il perde ses qualités défensives, ben cet apprentissage-là, même s'il a perdu des ballons, ça sera pas un mal, ça va être même un mal pour un bien, parce que des fois, on apprend aussi beaucoup dans ces circonstances-là. Si, avec le temps, il devient moins nerveux puis qu'il s'intègre, justement, comme Nilton l'a dit, là, dans le jeu collectif, ça va faire un joueur encore plus dangereux. Puis c'est ce que j'espère, en tout cas, voir de lui. Hein. Il est encore jeune, puis il y a encore une marge de progression dans ce qu'il peut apporter. Fait que si vraiment ça peut l'amener à cette dimension-là, moi, je suis pour à 100%. Puis quoi de mieux que face à une équipe où, justement, c'est une équipe un peu plus faible sur papier pour pouvoir le faire que face à une grosse puissance, là. D'accord, parfait. Écoutez, on a parlé un peu du Canada. Moi, j'aimerais parler un peu de la Martinique. Bon, j'étais pas surpris en tant que tel du niveau affiché par la Martinique parce que c'était un bon niveau, surtout offensivement. Vous l'avez mentionné les deux, comme quoi ça aurait pu être 1-1 à la mi-temps. Ils ont été très bons et ils ont manqué de grosses chances. Est-ce que vous pensez que dans un autre jour, sur un autre match, le score aurait pu être une victoire à la Martinique, Nilton? Ouf, non, parce que j'allais dire l'attaque de Montréal, ça va bien. Parce qu'on n'en a pas en plus. Je crois que l'équipe canadienne, dans un pire jour, là, on aurait gagné par un but parce je crois que cette équipe-là, contre des équipes si faibles comme ça, comme la Martinique, là, je crois que la sélection canadienne est toujours en mesure d'aller chercher le but qu'ils ont besoin. Contre des équipes faibles, on s'entend. Oui, on aurait pu sortir de la première demi avec un 2-0 ou un 2-1 avec une certaine panique, là, mais cette équipe-là, elle est assez talentueuse pour aller chercher le but qu'il faut, puis assez expérimentée malgré leur âge, parce que c'est pas des gars qui jouent uniquement dans des championnats locaux. Hein. C'est pas juste du calibre MLS. On sent des joueurs là-dedans là, qui ont du vécu. Là. Davies au Bayern a du vécu, même s'il n'a pas beaucoup joué, mais il a quand même aidé ce club-là à la réserve à monter en deuxième division dans un match hyper important. On a Jonathan David qui a joué. Il n'a pas beaucoup joué comme titulaire à la Gantoise, mais il a joué des matchs d'Europa. Il est arrivé en fin de match, marqué des buts clés. Arthur, c'est un vétéran, on le sent. Là, cette équipe-là est toujours capable, je pense, d'aller chercher les buts importants contre des Martiniques et le Cuba. Mais la bonne nouvelle, c'est je suis sûr qu'il y a 8 ans, le Canada aurait peut-être pu sortir avec un 0-0 dans ce match-là. Ouais, je suis complètement d'accord. Vas-y, Mathieu, ouais. Les deux buts de Jonathan David, moi, je trouve qu'il y a une chose encourageante parce que même quand le Canada s'était amélioré offensivement et a voulu changer sa philosophie, on se questionnait sur l'avancante. Hein? Tu parlais de Kyle Larin tantôt. Ça ne fonctionnait pas encore tout à fait. Lucas Cavallini, on se posait des questions. Les buts ne venaient pas forcément des avancantes. Là, tu as Jonathan David. À 19 ans, il en met 2 puis il a montré des belles qualités. Ça, sur ce plan-là, je trouve ça encourageant parce que si ton œuf produit, contrairement à un certain Urruti, n'est-ce pas, Nilton? Quand ton œuf produit, c'est toujours encourageant parce que ça veut dire que ton jeu, ta construction de jeu offensif, ton animation, ben, ça amène à des résultats parce que ton œuf est capable d'exploiter autant les faiblesses de défense adverse. Je fais référence pas forcément à Jordi Delem, qui est le seul joueur qui joue en MLS là, actuellement là, pour la Martinique. C'est là qu'on voit qu'un défenseur tout seul, malgré toutes ses aptitudes, il ne peut pas faire grand-chose, surtout quand il y a des erreurs de positionnement ou des passes approximatives dans les relances au pied. Mais tout ça pour dire que je trouve ça encourageant de voir le jeune David produire parce que le Canada va avoir besoin d'un œuf capable de la mettre dedans, même quand dans des situations de match où l'adversaire va être un peu plus relevé, là.
Ouais, effectivement. Ben, c'est ça, juste pour nos auditeurs, bon, la Martinique a eu plusieurs occasions de marquer. Ils n'ont pas trouvé le fond des filets plusieurs fois parce qu'ils ont été maladroits, puis d'autres fois parce que Boran, le gardien de l'équipe nationale canadienne, a fait des gros arrêts. Mathieu l'avait mentionné en début de podcast. Oui, par semaine, c'est un joueur explosif. Je le trouvais intéressant. Il y a de la vitesse. À une certaine époque, il avait intéressé les Sanders de Seattle il y a 4 ans. Il n'a jamais pu faire l'équipe. Il avait été blessé. Mais ça dénote là, tu sais, que même à cette époque-là, il était tombé dans l'œil des recruteurs ici en MLS. C'est quelqu'un qui est explosif, il a de la vitesse. Moi, je l'ai trouvé intéressant sur le terrain comme neuf pour la Martinique, là. Ouais, mais j'ai bien aimé aussi Fortuné, que je trouve qu'il est très bon. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si, est-ce que tu penses qu'il y a un de ces joueurs-là, Nilton, qui pourrait faire du bien en MLS, pas spécialement à l'Impact, parce que je sais que t'es plus un expert de l'Impact, mais est-ce que tu penses que ces joueurs-là, il y a certains qui peuvent avoir le niveau à la MLS de la Martinique? Mais sérieusement, à part Fortuné, c'est difficile de voir. Il y a Marveau. Marveau, il me dit de quoi? Est-ce qu'il a déjà joué? C'est ça, ouais. Marveau, il a déjà joué un peu partout. Hein. Il a joué à Montpellier pendant une dizaine d'années. Il était très, très bon avec Montpellier, mais là, il est en fin de carrière. Si Nani et Fanny, quoi dire de Marveau? Non. Donc, pour ceux qui ne savent pas, beaucoup de personnes à MLS pensaient que Nani, qui a signé maintenant avec Orlando, était complètement fini. Puis Nilton, depuis le début sur Twitter, il dit que non, il n'est pas fini. Puis Nani est en train de faire un très bon début de saison. Enfin, non, mais il ne faut pas oublier, il y a quand même une grosse différence entre la MLS et certains championnats européens. On le voit, même le gardien du Canada, Borjan, là, c'est une star. C'est une star en MLS. Là. On aime beaucoup Bush. On trouve plusieurs gardiens intéressants en MLS. On a la critique facile, puis des fois, c'est mérité là, parce que des bourdes de gardiens MLS, là, on peut en sortir à chaque semaine. Borjan, c'est sorti, là, il y avait zéro hésitation. Quand il sortait, c'était clair et net. Là, il allait là vers le ballon, il gagne des duels. C'est un autre niveau. Là, donc, aller se dire qu'il y a peut-être des joueurs martiniquais intéressants pour la MLS ou pour l'Impact de Montréal, c'est un gros nom. Là. OK, parfait, excellent. Je sais pas. Il fallait voir le visage de Parsemin les 2 fois qu'il s'est fait bloquer par Borian. Il n'en revenait pas lui-même. Ouais, ben oui, il faut dire que, comme on l'a dit, il a fait un match extraordinaire. Puis même s'il joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est pas son championnat qui est extraordinaire, c'est plus les prestations de l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions où ils avaient battu Liverpool cette année. Liverpool qui est le gagnant de la Champions League. Donc juste pour vous dire combien Boran est quelqu'un d'extraordinaire. Puis c'était lui l'homme du match quand l'Étoile Rouge de Belgrade avait battu Liverpool. Donc, juste pour vous le dire. Une dernière question avant de vraiment finir ce podcast-là. Et je pense que ça va nous prendre un peu de temps avant de répondre. On a le gros match mercredi contre le Mexique. Quel 11 Canadiens on donnera? Je veux pas que ce soit une discussion. Je veux qu'on donne un 11. On va aller poste par poste. Et on va chacun donner son avis. Donc, je passe au poste de gardien de but. On s'entend tous les trois que c'est Milan Borjan. Il n'y a pas de discussion à avoir, non? Tout à fait. Mathieu, on ne change pas le gardien, non? On ne change pas le gardien. Latéral droit, est-ce qu'on met Godinho ou Zachary Brault-Guillard? Brault-Guillard. Mais c'est sûr qu'on connaît peu Godinho. On l'a vu quelques fois. C'était quoi? C'était sa 2e sélection? C'était sa je pense 3e si je me trompe pas, mais c'est ça. Ben pas très loin. Et je l'ai pas beaucoup vu en championnat écossais. On sait que la Premier League écossaise c'est quand même étoffé. Il y a certains clubs qui ont un peu plus de misère que d'autres, mais les matchs sont assez rudes, tout ça. Brault-Guillard à Montréal, on l'a vu là, c'est pas vraiment une solution B pour l'Impact de Montréal. Et l'Impact de Montréal a un Bakary Sagna comme solution A. Donc, c'est assez étoffé. J'aurais vraiment pas peur de voir un Zachary Brault-Guillard contre les Mexicains. Et de ce que j'ai vu de Godinho, ben j'ai un peu peur. Je l'ai vu un petit peu être dépassé par des Martiniquais. Puis je me dis, ouf, sérieusement, probablement ça se fera pas. Parce que s'il a décidé d'y aller avec Marcus dès le premier match, c'est un signe qu'au niveau du depth chart, c'est lui qui est devant Brault-Guillard. Mais
si c'était mon choix à moi, Brault-Guerrard serait là sur le côté droit de la défensive. Je pense qu'on est tous les trois d'accord. Oui, c'est ça, Mathieu, tu l'as déjà dit. Je suis tous les trois d'accord. Je pense que Brault-Guerrard, juste point de vue physique, je pense qu'il serait un peu plus adéquat face à la puissance mexicaine. En tout cas, ça, c'est mon avis aussi. En défense centrale, qui on met? Bon, disons que Henry est de nouveau disponible. Est-ce que moi j'opte personnellement, je vais commencer par moi. Donc moi j'opte pour Cornelius Henry juste parce qu'ils sont dans la même équipe. Il y a déjà des automatismes entre les deux. Puis ils ont déjà fait plusieurs matchs déjà avec le Canada ensemble. J'aimerais revoir cette paire-là en défense centrale. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses et qui tu mettrais comme les deux défenseurs centraux? Non, je te rejoins aussi. Si Daniel Henry est apte et peut jouer, c'est lui que je mets en défense centrale à la place d'Hutchison, aux côtés de Cornelius aussi. Là. Ça serait mon premier choix. Mais je ne remettrais pas Hutchison en défense centrale si Henry n'est pas apte pour le match. J'essaierais peut-être Kamal Miller à ce moment-là, aux côtés de Cornelius. D'accord. Et toi, Lilton? J'haïs pas ce concept-là d'avoir Hutchison en défense centrale, même si ce n'est pas son poste. Probablement qu'on va profiter beaucoup de ses relances face aux Mexicains. Avoir la paire Cornelius-Henry, j'ai trop peur qu'on soit en mode de dégagement pendant 90 minutes. Avec un Hutchison ballon au pied, il sera peut-être plus en mesure d'aider la possession un peu du ballon, construire un peu de l'avant. Donc, je me dis encore une fois, si Herdman a décidé de donner cette confiance-là à Hutchison, j'ai l'impression qu'il va revenir avec. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce match-là, ce n'est pas un must pour la sélection canadienne. C'est déjà dans leur tête une défaite. On a le luxe de se servir d'un deuxième match pour créer ces automatismes, ce qui a été déjà un peu fait contre la Martinique. On peut le refaire avec les Mexicains avec un challenge x1000. Si Daniel Henry est encore un cas douteux, aussi bien le garder pour un peu plus tard quand on va avoir besoin d'être sûr d'une solution en défensive. D'accord. Et au poste de latéral gauche, est-ce qu'on va avec Morgan ou est-ce qu'on garde Marc-Anthony Kaye? Moi, je suis à 100% pour Kaye. Je trouve que Morgan est vraiment... Non, je le trouve pas bon. Je l'ai jamais trouvé bon. Puis je trouve que ça fait un peu Canada édition 2012 que Canada édition 2019. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Mathieu, pour le poste de latéral gauche. Non, moi, je garderais Marc-Anthony Kaye à cette position-là. D'abord, c'est pas lui qui a mal paru dans une position non naturelle, ou bien au contraire, dans ce match-là contre la Martinique. Et puis, je trouve qu'il a les capacités physiques et le profil pour tenir son bout là, face à une équipe comme le Mexique. Ça fait aussi une bonne expérience parce que, comme l'a dit Nilton, justement, c'est un match de groupe. On s'attend à une défaite. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre à continuer certaines expériences? Puis moi, sur ce plan-là, moi, je garderais Kaye à cette position-là. D'accord. Je suppose que le schéma va pas changer. Donc, on va continuer avec le milieu de terrain, je veux dire, défensif. Donc, déjà, en rôle défensif, on a Samuel Piette. Puis, en tant que relayeur, on a Scott Arfield. Moi, personnellement, je changerais pas ce duo-là. Je sais pas ce que vous en pensez. On va commencer par Nilton cette fois-ci. Arfield amène vraiment une belle dimension. Là, le fameux box-to-box, là, il fait ce rôle-là. Il n'a pas peur d'être dans la boîte, dans les arrêts de jeu. Il peut aussi construire à partir de l'arrière. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver contre est-ce qu'on va oser inverser le triangle. J'aime beaucoup mieux voir Piette tout seul devant sa défensive et voir les deux relayeurs devant lui. Moi, c'est Osorio qui... Je ne le sais pas, c'est Osorio. Osorio peut tellement avoir des beaux matchs. On n'y est pas arrivé. On n'est pas arrivé là. Tant pis, je suis rendu là. Donc, mais tu es d'accord avec Piette et Arfield déjà? Oui, tout à fait. Okay. Oui. Et Arfield, j'aime beaucoup sa dimension offensive aussi au milieu du terrain. Ouais, moi aussi, je suis complètement d'accord avec toi. Et Mathieu, toi, pour ces deux-là, est-ce que tu y penses? C'est pas mal la même chose. Arfield a un côté très métronome au milieu de terrain, comme milieu relayeur, dans ses capacités. Peut-être, justement, si on peut un peu plus trouver la coordination entre Piette, qui joue à l'arrière en 6, mais qui relance vers l'avant, et Arfield en métronome, qui contribue à poursuivre l'animation vers l'avant, et que ce soit encore plus fluide, ça peut être très intéressant pour la suite de la compétition. Alors moi, je ne change pas la formule.
Parfait, donc on est tous les trois d'accord. Et puis là, on va laisser parler à Nilton pour le poste qui, oui, pour beaucoup, ça peut être un triangle au lieu de l'inverser, qui soit genre avec 1-6 puis 2-8. Moi, j'ai plus vu que Osorio a joué en 10. Bon, bref, finalement, la différence est très minime. T'as pensé quoi donc du match d'Osorio? Donc pour toi, si je comprends bien, Nilton, t'aimerais pas voir Osorio dans le match contre le Mexique. Osorio, son problème, c'est qu'on ne sait jamais quel genre de match qu'il va avoir. Il peut avoir des matchs sensationnels, comme il peut être totalement transparent un peu. Le vrai, malheureusement, celui qu'il faudrait qu'il soit là, il joue en défense gauche, c'est Marc-Anthony Kaye. Il joue tellement une belle saison avec LAFC. Là. Mais bon, à défaut de... il faut y aller par nécessité. Je serais vraiment, vraiment hésitant entre... vous allez me voir venir parce que je l'aime beaucoup, c'est Will Johnson. J'aime tellement sa rage là, sur un terrain. Puis contre les Mexicains, j'ai l'impression qu'il pourrait être utile là, avec une doublure, là, si on inverse justement là, le milieu puis qu'on joue avec un Hartfield qui est beaucoup plus offensif. Il y a un Wilson qui est en appui puis qui vient aider aux besoins un Piet. Ça serait beaucoup plus utile que d'avoir un Osorio qui est beaucoup plus appelé vers l'avant, qui est aspiré vers l'avant. Je ne sais pas si Osorio va vraiment nous aider contre une équipe comme le Mexique, là, mais bon. C'est pas nécessairement un mauvais choix non plus aux Orioles, il faut s'entendre. Là. Très intéressant, hein, Will Johnson. Donc, si je comprends bien, tu aurais à ce moment-là Piet seul en numéro 6 avec deux milieux relayeurs qui seraient Johnson et Arfield. Arfield un peu plus offensif, puis Johnson qui va faire un peu sa besogne aussi en poste de numéro 8 où il va être un peu plus défensif. Exact. Puis Johnson, c'est un gaucher, peut combiner un peu plus avec Marc-Anthony Kaye. Et Johnson, c'est un joueur intelligent. Il est très versatile. Il peut jouer sur un terrain, il occupe plusieurs positions, pas nécessairement la position de base au schéma. Donc, si Kaye se projette vers l'avant, je vois très bien Johnson compenser. Osorio, un peu moins. Osorio, il est aspiré, mais bon, à suivre. D'accord. Et toi, Mathieu, t'en penses quoi? Non, ce que Nilton propose est très intéressant parce que je pense la même chose d'Osorio. On ne sait jamais quel match il peut nous offrir. Puis tantôt, comme pour revenir à ce qu'on disait tantôt, dans le cas où Henry joue en défense centrale, ben c'est Hutchison que tu montes. Ça peut faire un triangle inversé, évidemment, si c'est lui qui joue au milieu à la place d'Osorio. Mais il y a toujours cette option-là qu'il faut envisager. Ben, en même temps, j'aime bien l'idée que là, parce que là, si Kaye monte, il va falloir mettre un latéral gauche aussi, là, dépendamment de ce que Erdman va imaginer. Mais sinon, effectivement, j'aime bien l'option Will Johnson. Il y a un côté couteau suisse comme milieu de terrain. C'est le genre de joueur que des fois, que tu vois pas pendant un match, mais il apporte tellement par sa dimension, que ce soit à l'attaque ou en défense. C'est un gars d'expérience, c'est un gars qui se donne à fond et qui pourrait être un joueur là, intéressant dans le cas où c'est pas Osorio qu'on retient là, dans la formation. Fait que ça laisse quelques options intéressantes là, dans l'axe là, pour Erdman. Ouais, une des solutions... Oui, vas-y. Juste une petite parenthèse. Une des solutions possibles, puis c'est Brault-Guillard qui est sur le banc, qui ne sert à rien, puis que c'est un latéral. Et il a déjà joué quelques matchs à gauche. Donc, si on veut libérer, c'est exact. Si on veut libérer Marc-Anthony Kaye pour sa position naturelle et pour tout ce qu'il peut amener, on peut. C'est moins grave contre le Mexique de mettre un droitier à gauche dans la mesure où l'essentiel de son travail, ça va être de défendre et non c'est nécessairement de monter avec le ballon au pied, puis là, il va être un peu limité. Brault-Guillard à gauche pourrait nous donner un autre niveau de solidité défensive contre un Mexique qui va être essentiellement en possession du ballon. Il s'entraîne tous les jours avec Carlos Vela. Il doit en savoir des choses sur le Mexique. Là. Il sait comment les insulter dans sa langue. Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne option de mettre Kaye ici puis de revenir avec Brault-Guillard en défense gauche. On peut mettre aussi Ashton Morgan qui est aussi très défensif ou même mettre Kamal Miller qui est capable de rendre des services à gauche, même si c'est plus un défenseur central. Moi, je choisirais pour autre chose. Moi, comme je l'ai dit au début, je voyais un peu Osorio jouer en 10 au lieu d'en 8. C'est ce que j'ai vu dans ce match-là. Et j'aimerais en fait, et je l'avais dit, que j'aimerais voir Ouellet dans ce poste-là. Moi, j'aimerais voir au centre du terrain Junior Ouellet et avec à ce moment-là, il sera beaucoup plus offensif parce que je pense que pour avoir vu le match du Mexique, défensivement, c'est pas très, très, très bon non plus. Donc, je pense qu'un Ouellet au milieu de terrain comme ça, même si c'est pas sa position de prédilection, il est mieux en tant qu'ailier droit. J'aimerais le voir ici parce qu'on a ce qu'il faut pour remplacer au poste d'ailier droit, mais on va venir là-dessus. Donc,
finalement, on va devoir faire un choix, donc s'entendre tous les trois. Donc, si on s'est entendu sur Piet Arfield, ça, on s'est déjà entendu. Donc, finalement, on va te donner une chance en un seul mot. Qui est votre troisième milieu de terrain? Donc, Nilton. Commençons par Nilton. Allez. Will Johnson, fini? Ah, God. Allez, c'est vraiment difficile. On te fait pas de cadeau pour ta fête. Ouais, c'est ça. Mon gros problème, c'est que j'ai tout dit ça. Puis peut-être, finalement, je commencerai malgré tout avec Osorio. Hein? C'est contradictoire, mon truc. Hein? Donc, c'est Osorio pour toi. Oui, parce que... C'est hilarant. J'ai plein d'insultes qui m'est venu en tête. Puis je dis, je les dirai pas, je suis pas chez nous. Osorio, ça reste quand même un des vétérans de cette sélection. On peut pas retirer le poste après un seul match contre la Martinique. Il faut avoir un certain processus aussi. Là. C'est retirer le poste pas vraiment un poste de 10, mais retirer son poste titulaire à un des vétérans, ça peut aussi causer... Il y a des répercussions dans la chambre et tout ça. Il faut qu'il le perde clairement, son poste, avant d'aller vers des solutions B et C, selon moi. D'accord. Et toi, Mathieu? Ah, c'est pas évident à choisir. Tu as plus de temps à réfléchir, là, fait que tu devrais répondre vite comme ça, là, contrairement à moi. Mais vite comme ça, moi, mon premier choix, je laisserai encore l'option Oilette à droite. Puis moi, pour ce qui est d'Osorio, si on décide de le garder, moi, j'ai aucun problème. Si on décide de l'enlever, je suis persuadé qu'Herdman va trouver un moyen, soit de lui dire, écoute, on te fera rentrer, mettons, comme substitut pendant le match au besoin, etc., etc. Il y a plusieurs façons de convaincre un joueur ou de faire un petit changement dans la formation sans, si on veut, ébranler tout le vestiaire. Mais si jamais Herdman décide d'y aller avec pas mal la même formation que la Martinique contre le Mexique, là, je ne serais pas en état de choc non plus, puisque les choses ont quand même globalement assez bien fonctionné. Les joueurs semblent se connaître sur le terrain, il y a une fluidité, fait que sur ce plan-là, s'ils ne changent rien, moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, finalement, c'est qui que tu choisis? Tu n'as pas choisi quelqu'un, là, Mathieu. Mathieu, ça veut super dire, bon ça veut pour dire que mon choix questions. resterait à peu près le même. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est Osorio, quoi. Ben oui, moi, okay. Ça me dérange pas qu'on le garde sur le terrain, là, au contraire. Mais si jamais on sent qu'il n'est pas dans son match, il va falloir que Herdman soit avisé. Mais s'il le change, je ne serai pas choqué non plus. Je suis sûr que Herdman, il doit bien examiner ses options, puis il va peut-être trouver le moyen de nous arriver avec quelque chose contre le Mexique, soit qu'on n'a pas vu venir ou qu'on a discuté, puis qu'on est très correct avec ça. Là. D'accord. Donc, si toi, tu es à la place de Herdman, tu mettrais Osorio, si j'ai bien compris. Oui. Parfait. Excellent. Savez-vous quoi? Il y a peut-être une autre option, puis oui. C'est un peu de bricolage, mais si on veut vraiment jouer avec deux milieux défensifs, là, avec Piet jumelé à quelqu'un, et puis qu'on veut jouer avec un 10 ou pratiquement un deuxième attaquant, une des options qu'on a, c'est qu'il y a tellement d'options comme avançantes, on peut peut-être utiliser Jonathan David pour le faire jouer un peu décalé et le faire descendre comme un attaquant de soutien. Parce que, contrairement à Oilett, David est probablement plus à l'aise au centre que sur un côté. On pourrait garder Oilett sur le côté et utiliser ce Jonathan David pour foutre un peu le bordel dans la défense mexicaine. Il faut maximiser nos atouts, et nos atouts sont à l'attaque. Ouais. On est là en train de bricoler, dire Osorio, on l'aime pas trop, Will Johnson, ça peut être une option finalement, c'est guère mieux, tout ça. Et pendant ce temps-là, on a des gars sur le banc qui pourraient faire mal à cette équipe-là, que ce soit un Kyle Aaron ou que ce soit Lucas Cavallani. Avoir une paire comme ça qui peut faire du danger, qui sont très, très... complémentaires. Une paire David Cavallani, je les vois bien fonctionner ensemble s'ils sont proches l'un de l'autre. Je suis 100% d'accord avec toi et c'est pour ça que moi j'ai mis Oilett au centre du terrain parce que j'aimerais voir Jonathan David. On va commencer par l'ailier droit. Donc j'aimerais voir moi Jonathan David à droite. On l'a déjà vu à droite plusieurs fois dans plusieurs matchs en Nations League et il a déjà été très bon en tant qu'ailier droit et il est capable, on s'entend. C'est un ailier droit, mais qui va rentrer très souvent vers le centre. Il est capable d'être cette flèche qui est capable de venir de la droite pour marquer ses buts. Il a déjà marqué, je ne sais pas combien de buts déjà à ce poste-là avec l'équipe nationale canadienne dans les matchs précédents. Oui, contre des équipes plus faibles, mais j'ai bien envie de le voir à droite avec Davies à gauche.
En tant qu'attaquant de pointe, j'ai envie de revoir Cavallini parce que Cavallini physiquement, c'est un gros gaillard. Puis il va beaucoup peser sur la défense centrale mexicaine qui a été un peu chancelante selon moi. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, vous pouvez donner vos 3 attaquants. Vas-y, Nilton. Mais ce qui est bien de toute façon, que ces joueurs-là sont tellement polyvalents qu'on peut alterner pendant le match. Tu sais, on peut alterner Ouellet et David de leur poste de temps en temps pour éviter le fameux foutre le bordel avec le marquage individuel. Mais oui, Cavallini qui est habitué au jeu mexicain, qui est habitué. Cette expérience-là, il faut l'utiliser aussi. Là. On bricole beaucoup en défensive. On y va au milieu de terrain, il y a les solutions sont à peu près équivalentes. Et là, à l'attaque, on a finalement quelque chose où c'est là qu'on peut faire mal à la sélection américaine, à la sélection mexicaine. Lucas Cavallini, qui joue à Puebla, qui est habitué avec ce style de jeu-là, ça serait un peu bête de le laisser sur le banc, en tant qu'à moi. Oui, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Vas-y, Mathieu. Oui, c'est ça. Je voulais avoir ton avis. Effectivement, parce que en début d'émission, j'avais dit que malgré les 3 tirs tentés par Cuba, j'ai senti que la défensive mexicaine n'était pas leur point le plus fort. Alors, il y a moyen avec nos forces que sont l'attaque, que sont nos joueurs offensifs, d'aller titiller un peu là, cette défensive-là, de les mettre à l'épreuve, de les déranger, de foutre le bordel, pour parler comme Nilton. Et pour ça, c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, parce que moi et Nilton, on est des vieux de la vieille, mais on discute d'options offensives. Mais on discute d'options offensives au Canada. Imaginez, il n'y a pas si longtemps, là, on serait en train de dire, mais quelle option qu'on a sous la main? On n'aurait personne. Là, maintenant, on en a à profusion. Comme a dit Nilton, il y a de la polyvalence. Donc, tout dépendamment du match, est-ce que Herdman aura choisi au départ, il y a toujours l'option de changer et d'essayer autre chose si jamais la première option ne fonctionne pas. Puis ça, là-dessus, c'est vraiment excitant. Puis juste pour revenir, c'est vrai, à David, moi aussi, je trouve que si David, on le fait jouer à l'aile, je ne serais pas contre l'idée et qu'on essaye Cavallini à ce moment-là comme attaquant de pointe. Et ça pourrait amener justement dans cette animation-là, un peu comme 2 joueurs offensifs en même temps dans la boîte. Parce que moi, je pense que personnellement, cette option-là pourrait marcher aussi. Et effectivement, Cavallini a une certaine expérience contre les Mexicains en club. Donc, c'est des joueurs qu'il doit connaître. Puis, il peut peut-être apporter sa contribution à son tour. Autant pour répondre au fait que David a marqué 2 buts, puis là, pourrait le devancer à la pointe, autant pour qu'il y ait une cohésion d'équipe offensive là, qui continue de se bâtir là, avec toutes les options qu'on a en place. Excellent. Donc, voilà qui va clore notre épisode de la Gold Cup, notre premier épisode. Dernier point rapidement. Vous avez remarqué dans le match Canada-Martinique, il n'y avait presque personne dans les estrades à Pasadena Rose Bowl, alors que le Mexique s'était plein à craquer de partisans mexicains. Alors, ça veut attendez-vous à ce que le prochain match contre le Mexique, ce soit en tout cas beaucoup plus animé et surtout en faveur du Mexique pour le match Canada-Mexique. Je vais parler de mon expérience. Quand tu achètes des billets, là, c'est un programme double, donc tu achètes pour les 2 matchs. Des fois, c'est pas tout le temps évident de convaincre la famille d'écouter 2 matchs de soccer back-to-back. Mais je pense qu'il y a pas mal de partisans mexicains aux États-Unis, contrairement aux partisans du Canada et de la Martinique. Oui, tout à fait. Franchement, c'était un choix douteux de prendre ce stade-là si immense. Franchement, là, le Canada-Martinique, vendre ces billets-là, c'est compliqué. Là. Oui, les Mexicains sont là. Je ne sais pas combien ils ont annoncé de spectateurs pour le... On va entendre les joueurs crier sur le terrain dans ce match-là. Tant qu'à moi, c'est souvent ce qui est plus intéressant. Exactement. Donc, j'aimerais juste que vous parliez un peu de vous. Donc, déjà, Nilton, comment on fait pour te rejoindre sur les médias sociaux? Où on peut t'écouter? Vas-y, lance-toi. Où on peut... c'est une grosse invitation. Oui, sur Twitter, vous pouvez me suivre au nom de Nilton Georges sans espace. Je fais des interventions de façon assez régulière en début et en fin de semaine avec Stéphane Gonzalez et Max Vanout au 91.9. On parle essentiellement de l'Impact de Montréal, mais de plus en plus, on parle de football international. C'est tellement, tellement différent de ce qui pouvait exister. Toi, Mathieu, tu dois le comprendre. Il y a 4 ans, c'était le début un peu de la naissance de la sélection canadienne parce qu'on avait Bernier qui était là, il y avait Crépeau qui était, Jackson Hamel. Avant ça, là, la fois que le Canada a remporté la Gold Cup, ça s'est passé dans un anonymat total et complet. Et là, en 2000. Je ne sais pas si tu t'en souviens, toi, Adi, on avait passé la phase de groupe grâce à quoi? La phase de groupe, tu veux dire en 2000? Oui.
Est-ce que tu te souviens combien qu'on a? Non, je ne me souviens pas, mais non. En Alors, 2000, j'étais même pas au Canada, hein. J'étais encore au Liban. Même pas que ça existait, ce continent-là, exact. Ah non, c'est pas vrai. J'ai suivi la coupe. Il est arrivé au Canada en 2001, a dit, il peut pas s'en rappeler. Ouais, je suis arrivé en 2001, effectivement. Écoute, j'arrive au Canada en 2001. Écoute, le football et ses histoires cocasses, celle-là, c'en est une très belle. Il y avait une égalité parfaite et totale au classement. Donc, pour savoir qui allait passer à la phase subséquente, c'était le fameux tirage au sort. Et le Canada a réussi à passer à l'étape suivante grâce à un tirage au sort. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a gagné le grand trophée dans l'anonymat le plus complet. Donc, mais maintenant, ça intéresse de plus en plus les gens. Les gens cherchent à comprendre, essayent de comprendre c'est quoi la position de cette Gold Cup, l'équivalent du championnat européen, tout ça. Et sinon, oui, il y a mon podcast Couscous Péripéri qui prend de plus en plus une saveur mexicaine en absence de Sofiane, souvent remplacée par Alec ou par Julien. Et finalement, à Radio Média Plus, sport en ligne, 1 ou 2 fois semaine avec Jean Corriveau, on fait aussi des topos Impact de Montréal et Football canadien international. Donc, un invité de marque extrêmement occupé, comme vous le voyez, Nilton. Mais on a aussi Mathieu, qui est lui aussi un invité de marque. Mathieu, parle-nous un peu de toi, où on peut te rejoindre, comment on fait pour t'écouter. Ben, d'abord, on peut me lire. Ouais, vas-y. Depuis 2010, je m'occupe d'être le correspondant pour les joueurs de foot africains en Amérique du Nord, particulièrement en MLS, sur le site de football365.fr, section Afrique. Depuis quelques temps, bien évidemment, vous pouvez me lire sur Culture Soccer où je parle un peu de l'envers du décor. Avec toi, Adi, on fait l'émission Les Renards du Soccer. Bon, ça va reprendre, là, je rassure les auditeurs pour ceux qui nous posent la question. Mais on peut nous entendre aussi à la radio sur Média Maghreb tous les mardis soirs où on parle de l'Impact et du foot international. Maintenant, pour revenir à cette fameuse Gold Cup 2000, il n'y a pas juste le tirage au sort, moi, que j'ai retenu. D'abord, le Canada avait battu le Mexique en quart de finale, ce qui est quand même un fait rarissime, et par un but en or de surcroît. Et en finale, devinez contre qui le Canada a gagné cette finale, vous n'allez pas le croire. La Colombie. Ah, là, OK, là, t'as fait tes devoirs, Adi. Merci, la Colombie qui s'était invité avec le Pérou, entre autres, là. C'était vraiment autre chose, la Gold Cup en 2000, à cette époque-là. Ouais, effectivement. Ben, en tout cas, bref, on espère que le Canada va aller aussi loin. Pour nos auditeurs, donc comme vous le savez, on fait un épisode à chaque jour sur la Gold Cup. Donc demain, ce sera l'épisode par rapport au match d'aujourd'hui. Donc on a Haïti qui joue contre les Bermudes, qui sont à leur première participation dans cette compétition-là. Et puis un des favoris, une des équipes les plus importantes de cette région, le Costa Rica, qui va recevoir le Nicaragua, qui n'est pas à négliger non plus, le Nicaragua qui a fait de bonnes qualifications. Donc, je vais vous remercier à tous d'être fidèles, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à nos invités Nilton et Mathieu d'avoir répondu à l'appel. Et c'est ça, merci à toi, hein, quand même. J'en profite pour saluer Craig Forrest qui prend sa retraite de Sportsnet et qui avait été choisi meilleur joueur de la Gold Cup en 2000. Voilà. Effectivement, c'était le gardien à l'époque. Ben, merci encore à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée, puis à demain. Culture Soccer.